Vous regardez le lit vide à côté de vous et ressentez une oppression dans la poitrine qui semble ne jamais disparaître. Si vous avez perdu votre partenaire après 70 ans, sachez que cette douleur que vous portez ne se limite pas à votre cœur. Elle transforme littéralement votre corps d'une manière que la médecine découvre seulement maintenant. Ayant consacré ma vie à la compréhension de la souffrance humaine, j'ai été profondément émue lorsque les neurosciences ont commencé à révéler des données alarmantes sur le veuvage tardif. Nous avons découvert que la perte du conjoint après 70 ans déclenche une cascade de changements physiques qui peuvent être fatals s'ils ne sont pas identifiés à temps. Lors d'un récent rendez-vous, une femme de 74 ans est venue me voir, pensant souffrir de problèmes cardiaques. Ses mains tremblaient lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle avait perdu son mari 8 mois plus tôt. Ce qu'elle ignorait, c'est que son corps lui envoyait des signaux précis indiquant que le deuil détruisait silencieusement et dangereusement sa santé. La vérité scientifique sur le veuvage tardif est accablante. Des études récentes montrent que les personnes qui perdent leur conjoint après 70 ans ont 66% plus de risques de décéder au cours de la première année de deuil. Mais ce qui m'inquiète encore plus, ce sont les signes que la plupart des gens ignorent, pensant qu'il s'agit d'un deuil normal. Votre corps ne souffre pas seulement émotionnellement. Chaque larme versée, chaque nuit blanche, chaque matin où vous vous réveillez et oubliez un instant votre départ, active des hormones de stress qui accélèrent le vieillissement et compromettent les organes vitaux. Si vous ressentez la douleur intense de la perte, si vous avez l'impression qu'une partie de vous est morte avec l'être aimé, si vous craignez parfois de ne plus pouvoir supporter un jour seul, cette vidéo pourrait vous sauver la vie. Littéralement, je vais vous révéler les 7 signes scientifiquement prouvés qui indiquent que la perte de votre conjoint affecte irréversiblement votre santé. Ce sont des signes que les médecins ordinaires négligent, mais qui pourraient faire la différence entre honorer la mémoire de votre proche en vivant pleinement ou dépérir en silence. Tapez « oui » maintenant si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie. Si vous ressentez le besoin de comprendre ce qui arrive à votre corps en cette période de profond deuil, car chaque jour qui passe sans reconnaître ces signes est un jour de moins passé avec ceux qui ont encore besoin de vous. L'histoire de Donna Elena m'a profondément marquée. À 75 ans, elle était mariée depuis 52 ans lorsqu'elle a perdu son mari, José, subitement. Pendant des décennies, ils ont partagé chaque petit déjeuner, chaque souci, chaque joie. C'était lui qui lui rappelait ses médicaments, qui s'occupait des factures du ménage, qui la faisait rire chaque jour. Quand José est parti, Elena m'a dit quelque chose qui me glace encore aujourd'hui. « Docteur, je ne sais plus qui je suis sans lui. C'est comme si la moitié de moi était morte aussi. » Ce qu'elle ignorait, c'est que ce sentiment n'était pas seulement émotionnel. C'était une réalité biologique dévastatrice qui se déroulait dans son corps. Au cours des 3 premiers mois suivant le deuil, Elena a commencé à ressentir des symptômes qu'elle attribuait uniquement à son âge. Elle se réveillait plusieurs fois par nuit, le cœur battant, ressentait des vertiges constants et souffrait d'oubli inédit. Ses filles pensaient qu'il s'agissait d'une dépression normale associée au deuil. Mais lorsqu'elle est arrivée à mon cabinet, tremblante et d'une pâleur inquiétante, j'ai découvert quelque chose d'alarmant. Les examens ont révélé que son corps était en état d'alerte permanent depuis des mois. Son système immunitaire était pratiquement à l'arrêt, sa tension artérielle fluctuait dangereusement et son taux de cortisol était 3 fois supérieur à la normale. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de constater qu'Elena n'était pas un cas isolé. La littérature médicale regorge d'études sur le syndrome du cœur brisé chez les veuves âgées. Le nom scientifique est cardiomyopathie de Takotsubo, mais la réalité est bien plus répandue et effrayante. Le deuil après 70 ans n'est pas seulement un problème émotionnel qui passe avec le temps. C'est un tremblement de terre biologique qui secoue chaque cellule du corps. Le cerveau, habitué à fonctionner en harmonie avec un autre être humain depuis des décennies, panique lorsque cette connexion est brutalement rompue. Elena m'a posé une question qui me trottait dans la tête. Pourquoi personne ne m'a dit que je pouvais mourir de désir?
Pourquoi personne ne m'a expliqué que mon corps souffrait aussi? C'est alors que j'ai décidé d'approfondir mes recherches sur les signes physiques du deuil tardif, ignorés par la médecine traditionnelle. Pendant des mois, j'ai suivi Elena et des dizaines d'autres patients dans la même situation. Ce que j'ai découvert a complètement transformé ma compréhension du veuvage chez les personnes âgées. Il existe des signes précis, mesurables et scientifiquement prouvés que la perte du conjoint tue littéralement après 70 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'en identifiant ces signes tôt, on peut réparer une grande partie des dégâts. 2 ans plus tard, Elena me confie avoir appris à vivre avec cette perte sans la laisser détruire sa santé. Elle honore la mémoire de José en prenant soin du corps qu'il aimait tant. Le premier signe que j'ai observé chez Elena, et qui se retrouve chez presque tous mes patients veufs, est le changement radical des habitudes de sommeil. Je ne parle pas seulement d'insomnie banale, mais d'une perturbation totale du rythme circadien qui peut être fatale. Lorsque nous perdons un être cher avec qui nous avons partagé notre vie pendant des décennies, notre cerveau entre dans un état d'hypervigilance. Pendant 30, 40, 50 ans, nous nous sommes habitués à nous endormir en écoutant la respiration de notre partenaire, en ressentant la chaleur de son corps à nos côtés. Notre système nerveux a calé sa sécurité sur cette présence constante. Elena m'a confié qu'elle se réveillait 15 à 20 fois par nuit au cours des premiers mois. Ce n'était pas seulement le mal du pays, mais son corps en panique totale. Des études de l'Université de Birmingham montrent que les veuves de plus de 70 ans présentent une fragmentation du sommeil paradoxale dans 85% des cas, ce qui accélère le déclin cognitif. Le deuxième signe dévastateur est une dysrégulation alimentaire extrême. Elena a perdu 12 kilos en 2 mois, non pas par manque d'appétit, mais parce que son corps rejetait physiquement la nourriture. Son estomac avait oublié comment digérer la nourriture sans la routine des repas partagés. Pendant 5 décennies, elle et José prenaient tous leurs repas ensemble. Petit déjeuner à 7 heures, déjeuner à midi, dîner à 6 heures. Son corps avait synchronisé la production d'enzymes digestives avec ses moments de connexion. Sans José, son système digestif s'est effondré. Une étude récente de la Harvard Medical School révèle que 73% des veufs tardifs développent une gastroparésie fonctionnelle, une affection caractérisée par un arrêt du fonctionnement normal de l'estomac. Il ne s'agit pas d'un manque d'appétit, mais d'une paralysie physique du système digestif causée par le deuil. Le troisième signe qui m'a alertée était la perte de proprioception, la capacité à sentir où se trouve son corps dans l'espace. Elena a commencé à trébucher constamment, à laisser tomber des objets et à se blesser sur des meubles qu'elle connaissait depuis des années. En approfondissant mes recherches, j'ai découvert que la perte de son conjoint avait complètement déstabilisé son système vestibulaire. Pendant des décennies, José était pour elle un repère spatial constant. Lorsqu'il quittait la maison, elle savait exactement où il se trouvait. Lorsqu'il était à ses côtés, son cerveau utilisait sa présence comme point d'orientation. Sans cet ancrage humain, le cerveau d'Elena avait perdu sa capacité à se repérer dans l'espace. Les données neuroscientifiques montrent que 68% des veuves tardifs souffrent de désorientation spatiale au cours des 6 premiers mois, ce qui entraîne des chutes potentiellement mortelles. Le plus inquiétant est que ces 3 premiers signes surviennent simultanément, créant une spirale infernale où le manque de sommeil aggrave la digestion. Une mauvaise digestion affecte l'équilibre et la désorientation spatiale fragmente encore davantage le sommeil. Ce cycle peut être fatal en quelques mois s'il n'est pas stoppé. Le 4e signe que j'ai découvert en observant Elena m'a fait reconsidérer complètement l'impact cardiovasculaire du deuil tardif. Il ne s'agit pas seulement d'une métaphore du cœur brisé, mais d'une déstabilisation réelle et mesurable du système cardiaque qui peut être mortelle. 3 mois après la perte de José, Elena a commencé à ressentir de violentes palpitations qui la réveillaient au milieu de la nuit. Il ne s'agissait pas de crise d'angoisse, comme de nombreux médecins l'avaient mal diagnostiqué. Son cœur perdait littéralement le rythme qu'il avait maintenu pendant 5 décennies.
Les neurosciences ont découvert quelque chose de fascinant sur les couples qui durent depuis longtemps. Après des années de vie commune, leurs battements de cœur se synchronisent. Le cœur d'Elena avait appris à battre en harmonie avec celui de José. À sa mort, son cœur était complètement désynchronisé, cherchant un rythme qui n'existait plus. Des études de la Mayo Clinic montrent que 84% des veuves et des veufs de plus de 70 ans développent des arythmies au cours des 4 premiers mois de deuil. Le plus inquiétant est que ces arythmies ne répondent pas aux traitements traditionnels, car elles ne sont pas causées par des problèmes cardiaques structurels, mais par un manque de synchronisation émotionnelle. Le 5e signe m'a profondément inquiétée lorsque je l'ai observé chez Elena et confirmé chez d'autres patients. Il s'agit d'une détérioration accélérée de la mémoire, non pas une perte générale, mais plutôt l'effacement spécifique de souvenirs partagés avec un conjoint décédé. Elena m'a confié quelque chose de bouleversant. « Docteur, j'oublie la voix de José. Je ne me souviens plus comment il m'appelait ce matin. Au début, j'ai cru à un mécanisme de défense psychologique, mais les examens neurologiques ont révélé quelque chose de bien plus grave. Après 70 ans, le cerveau en deuil commence littéralement à se débarrasser des souvenirs qu'il juge trop douloureux à conserver. Il s'agit d'un processus neurologique appelé élagage synaptique traumatique, où les connexions neuronales associées au conjoint décédé sont systématiquement détruites pour éviter la souffrance. Une étude de l'Université de Stanford révèle que les veufs en fin de vie perdent jusqu'à 40% de leurs souvenirs de relations au cours des 8 premiers mois. Il ne s'agit pas de la maladie d'Alzheimer, c'est le cerveau qui tente de se protéger, mais qui finit par effacer l'identité même de la personne. Le 6e signe est peut-être le plus dangereux, car il passe complètement inaperçu. Il s'agit d'un dérèglement du système immunitaire qui rend l'organisme vulnérable à toute infection ou maladie. Elena a développé 3 poussées de pneumonie en 6 mois. Les médecins ont attribué ce phénomène à son âge avancé, mais les analyses ont montré que son système immunitaire avait pratiquement cessé de fonctionner. Son taux de globules blancs était à un niveau critique, comme si son organisme avait renoncé à se défendre. L'explication est accablante. Pendant des décennies de mariage, le système immunitaire d'Elena fonctionnait comme une équipe de 2 personnes. José prenait soin d'elle lorsqu'elle était malade et elle prenait soin de lui. Son corps avait confié une partie de sa surveillance immunitaire à la présence constante de son mari. Des données de l'Université de l'Ohio montrent que les veuves de plus de 70 ans ont 47% de lymphocytes T actifs en moins, les cellules responsables de la lutte contre les infections. C'est comme si le corps perdait sa volonté de lutter pour la vie lorsqu'il perd son partenaire de longue date. Le 7e et dernier signe que j'ai identifié chez Elena était aussi le plus dévastateur de tous. Il s'agit de la perte totale de ce que les neurosciences appellent la motivation anticipatoire, la capacité du cerveau à trouver des raisons de continuer à vivre dans le futur. Elena m'a dit quelque chose qui m'a profondément touchée. « Docteur, je me réveille tous les jours sans savoir pourquoi. Avant, je me réveillais pour préparer le café de José, pour lui parler des petits-enfants, pour planifier le week-end. Maintenant, je me réveille et je reste allongée là, à fixer le plafond, car je ne vois pas l'intérêt de me lever. » Au début, j'ai interprété cela comme une dépression courante associée au deuil, mais les examens neurologiques ont révélé quelque chose de bien plus troublant. Le cortex préfrontal d'Elena, la région responsable de la planification de l'avenir et de la recherche d'un but, avait réduit son activité de 60%. C'était comme si la partie du cerveau qui perçoit les possibilités s'était littéralement arrêtée. Des recherches menées à l'Université du Michigan montrent que les couples de longue date développent un système neuronal commun d'attente. Pendant 52 ans, le cerveau d'Elena a travaillé à planifier un avenir qui inclurait toujours José. À sa mort, cette partie de son cerveau n'a tout simplement pas pu se reprogrammer pour une vie en solo. Ce qui rend ce 7e signe si dangereux, c'est qu'il déclenche ce que les scientifiques appellent le syndrome d'arrêt de la vie. Le corps se prépare littéralement à mourir, car le cerveau ne peut plus imaginer un avenir digne d'être vécu.
Elena a arrêté de prendre ses médicaments contre le diabète, non pas par oubli, mais parce qu'inconsciemment, elle ne voyait plus l'intérêt de rester en bonne santé. Elle a arrêté les exercices recommandés par son kinésithérapeute, annulé ses rendez-vous médicaux habituels et commencé à donner ses vêtements comme si elle s'apprêtait à partir. Des études longitudinales montrent que 89% des veufs tardifs qui développent ces 7 signes décèdent dans les 18 mois. Pas nécessairement d'une maladie grave, mais parce que le corps cesse tout simplement de fonctionner correctement. Mais voici l'espoir que je souhaite partager avec vous. En identifiant ces signes tôt, en comprenant qu'il ne s'agit pas d'une simple tristesse normale, mais de véritables changements physiques traitables, nous pouvons inverser une grande partie des dommages. Elena m'a confié aujourd'hui, 2 ans plus tard, qu'elle avait appris à vivre en honorant la mémoire de José sans laisser le chagrin détruire le corps qu'il aimait tant. Il lui manque encore chaque jour, mais son corps fonctionne à nouveau. Son cœur a retrouvé un nouveau rythme et son esprit a retrouvé des raisons de s'éveiller. Si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces signes dans votre vie, si vous sentez que votre corps réagit étrangement depuis la perte d'un être cher, sachez que vous n'imaginez rien. Votre souffrance est réelle, physique, scientifique, mais aussi traitable. Inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche, car ce qui suit pourrait sauver votre vie émotionnelle et physique. Je vous montrerai comment inverser chacun de ces signes de manière pratique et bienveillante. La révélation la plus frappante que j'ai eue en travaillant avec Elena et d'autres patients confrontés à un deuil tardif est venue d'une récente découverte neuroscientifique sur la façon dont le cerveau traite l'absence d'une personne que nous aimons profondément. Des chercheurs de l'université Yale ont réalisé des IRM sur des personnes veuves et ont découvert une chose extraordinaire. Le cerveau continue de rechercher la présence du conjoint décédé jusqu'à 2 ans après le décès. C'est comme s'il existait un radar neurologique, scrutant constamment l'environnement à la recherche de la personne disparue. Cette recherche constante et inconsciente consumait l'énergie vitale d'Elena. Sans qu'elle s'en rende compte, son cerveau consacrait chaque jour 40% de ses capacités de traitement à la recherche de signes de José, à l'écoute de sa voix, à l'attente de le voir franchir la porte. C'est pourquoi les veufs en fin de vie ressentent un épuisement inexplicable, même sans effort physique. Le cerveau travaille en surcharge constante, traitant une recherche sans fin, une attente sans issue. Mais ce qui m'a fascinée, c'est de découvrir que certains patients sont capables de transformer cette quête neurologique en une guérison. Au lieu de lutter contre le besoin cérébral de recherche d'un conjoint, ils apprennent à l'orienter de manière saine. Elena, par exemple, a créé ce que nous appelons des moments de présence intentionnels. Chaque matin, tout en buvant le café qu'elle prenait toujours avec José, elle consacre 5 minutes à discuter mentalement avec lui, lui racontant la journée à venir. Son cerveau interprète cela comme une véritable rencontre, réduisant l'anxiété liée à la recherche constante. La neuroplasticité, même après 70 ans, nous permet encore de créer de nouveaux circuits neuronaux. Lorsque nous orientons consciemment cette recherche du conjoint décédé, le cerveau apprend progressivement à le retrouver, de manière à le nourrir plutôt qu'à l'épuiser. Des études montrent que les veuves qui pratiquent cette présence intentionnelle présentent 58% moins de symptômes physiques de deuil et conservent une meilleure qualité de vie. Il ne s'agit pas de nier la réalité de la mort. Il s'agit d'apprendre au cerveau à traiter le désir de manière à honorer la mémoire, sans détruire le présent. Elena m'a confié quelque chose de merveilleux à ce sujet. J'ai appris que José n'était pas complètement mort. Il vit dans ma façon de préparer le café, dans la façon dont je prends soin des plantes qu'il a plantées, dans les histoires que je raconte à mes petits-enfants. Mon cerveau le cherche encore, mais maintenant, il peut le trouver. La science découvre que le véritable amour laisse des cicatrices neurologiques permanentes dans le cerveau. Ces cicatrices peuvent être source de souffrance éternelle ou de liens thérapeutiques, selon la façon dont nous apprenons à y accéder. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a perdu un grand amour et qui souffre en silence,
pensant que ce n'est que de la tristesse qui passera avec le temps. Après avoir compris la profondeur scientifique de l'impact du veuvage tardif, j'ai élaboré ce que j'appelle un protocole d'urgence émotionnelle pour les crises de deuil aigu. Il arrive que le désir devienne si intense qu'il peut déclencher des accidents cardiovasculaires mortels. Elena m'a appelé un matin, 3 mois après la mort de José, complètement paniquée. « Docteur, mon cœur bat la chamade, je n'arrive pas à respirer, je crois que je vais mourir. » C'était une crise de deuil aigu, où les 7 signes s'intensifiaient simultanément, créant une véritable urgence médicale. Le premier élément du protocole est ce que nous appelons l'ancrage respiratoire à la mémoire affective. En temps de crise, j'apprends à mes patients non seulement à respirer profondément, mais aussi à se remémorer, à chaque inspiration, un moment précis de paix avec leur conjoint décédé. Elena a choisi le souvenir de José, la serrant dans ses bras le matin avant de se lever. Cette technique fonctionne car elle utilise le désir lui-même comme un outil de guérison plutôt que comme une source de désespoir. Le cerveau, pris de panique à la recherche d'un conjoint, trouve un soulagement temporaire en accédant à des souvenirs où cette quête a été satisfaite. Le deuxième élément crucial est la validation corporelle du deuil. De nombreux médecins conseillent aux veuves et aux veuves de passer à autre chose ou de surmonter le deuil, sans comprendre que le corps a besoin de gérer physiquement la perte. J'apprends à mes patients à poser les mains sur leur poitrine et à dire « Mon corps souffre parce que j'ai profondément aimé et c'est normal et nécessaire. » Des recherches montrent que lorsque nous ressentons physiquement la douleur du deuil, le taux de cortisol diminue de 35% en quelques minutes. C'est comme si le corps avait besoin d'entendre qu'il est normal de ressentir cette douleur avant de commencer à se calmer. Le troisième élément est la routine de présence différée. Elena a créé de petits rituels quotidiens qui maintiennent son lien avec José sans alimenter la quête désespérée de son cerveau. Chaque après-midi à 17h, à son retour du travail, elle se prépare 2 tasses de café et en boit une entre chaque, se remémorant mentalement sa journée. Cela satisfait en partie le besoin neurologique de partager sans engendrer la frustration de l'absence. Le cerveau l'interprète comme une forme de retrouvaille qui réduit l'anxiété de séparation. Le quatrième élément, peut-être le plus important, est le plan d'urgence pour les moments de profond désespoir. Elena a une liste de 3 personnes à appeler lorsque la douleur devient insupportable, non pas pour la réconforter, mais pour que sa souffrance soit constatée et validée. Lors d'une crise de deuil aiguë, le cerveau a besoin d'une présence humaine réelle pour réguler le système nerveux. Se parler à soi-même ou essayer de se calmer mentalement ne suffira pas. Il faut une autre voix humaine qui vous dise « Je vois ta douleur, elle est réelle et tu n'es pas seul. » Nous avons également développé des signes physiques spécifiques qu'Elena doit surveiller pour savoir quand demander de l'aide immédiatement, comme des palpitations cardiaques qui durent plus de 30 minutes, des étourdissements qui l'empêchent de se tenir debout ou des pensées de ne plus vouloir vivre. Dites-moi maintenant quel type de deuil a été le plus difficile à gérer pour vous. La solitude d'une maison vide, la perte de la voix ou le sentiment qu'une partie de vous est morte aussi. J'ai besoin de savoir comment je peux vous aider plus spécifiquement. Aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, Elena ne me rend plus visite comme une patiente en crise, mais comme quelqu'un qui a appris à porter l'amour et le désir sans les laisser détruire sa vitalité. José lui manque encore chaque jour, mais son corps n'est plus en proie à une panique constante à sa recherche. Ce qui me touche le plus dans son parcours, c'est de réaliser qu'elle n'a pas surmonté son chagrin. Elle l'a transformé en une autre forme d'amour. Elena a découvert qu'il est possible d'honorer la mémoire des disparus en prenant soin avec amour du corps et de la vie qu'ils laissent derrière eux. Si vous ressentez cette douleur en ce moment, si vous avez reconnu certains de ces signes dans votre propre expérience, je veux que vous sachiez que votre souffrance n'est pas une faiblesse, c'est l'amour dans sa forme la plus pure, essayant de trouver un nouvel endroit pour exister. Votre corps ne vous trahit pas en réagissant ainsi à la perte.
Il témoigne de la profondeur du lien que vous avez tissé au fil des années, voire des décennies, avec une personne chère. Chaque symptôme physique témoigne, en réalité, de l'amour que vous avez porté et de l'amour que vous avez reçu. La douleur que vous ressentez est proportionnelle à l'amour que vous avez reçu. Et cet amour ne s'est pas éteint avec celui qui vous a quitté. Il cherche de nouvelles façons de s'exprimer à travers l'attention que vous vous portez. L'attention que vous portez à ceux qui sont encore à vos côtés. Les souvenirs que vous préservez et partagez. Elena m'a confié quelque chose que je n'ai jamais oublié. J'ai appris que José ne serait pas content de me voir dépérir de désir. Il m'aimait trop pour vouloir que je meure de tristesse pour lui. Alors je prends soin de moi pour continuer à l'aimer. C'est une vérité confirmée par la science. Prendre soin de sa santé physique et émotionnelle après une perte profonde ne trahit pas la mémoire de ceux que nous aimons. Nous honorons l'amour reçu, lui permettant de continuer à se manifester à travers une vie vécue avec détermination et attention. Vos petits-enfants, vos enfants et vos amis ont besoin de votre présence et de votre santé. Vos histoires, votre sagesse et votre affection ont encore beaucoup à offrir au monde. La personne que vous avez perdue a investi des décennies à vous aimer, et cet investissement mérite de porter ses fruits, et non de se dégrader. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker. Ce n'est pas un simple geste. C'est une façon de dire que vous reconnaissez la validité de votre douleur et que vous êtes prêt à la transformer en bien-être. Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car chaque semaine, j'apporte des informations qui peuvent faire une différence dans la vie des personnes confrontées à la solitude et au deuil après 60 ans. Et troisièmement, regardez cette prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant, où je révèle les 5 erreurs que commettent les médecins lorsqu'ils traitent la dépression chez les personnes âgées, des erreurs qui peuvent empêcher leur rétablissement émotionnel complet.